Donc, Béatrice Vessillier, si vous voulez bien nous rejoindre. Daniel Schoen, Emmanuel Andréani, architecte. Essayez-vous au centre, pas de modestie. Venez l'entourer. Roger Garivier, Manufacture Bois-Paille. Marc Campesi, Diagonal Concept. Benoît Mérieux, de Certivea. Je n'ai oublié personne, vous êtes là tous les 6. Alors, on a intitulé cette table ronde « Quel immobilier pour une redirection écologique ?» Et dans les échanges de mails préparatoires à cette table ronde, il y a eu parfois des questionnements sur la pertinence de cette appellation. Est-elle trop radicale ou inversement trop timorée? Donc, j'ai envie de vous faire réagir d'abord là-dessus. Béatrice Vessillier, est-ce que, en tant que vice-présidente à l'urbanisme, vous essayez de défendre une redirection écologique? Est-ce que le terme vous paraît pertinent, compréhensible, ou est-ce que vous préférez le terme de transition qu'on entend le plus souvent? Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'il y a de plus en plus de gens qui s'estiment expertes de la redirection écologique. Je crois que ce qui compte, c'est le fond plus que le terme. Alors évidemment, il a un côté plus radical que la transition écologique. Ce terme de redirection, ça indique bien qu'on change de direction. Et dans la manière dont on doit tous ensemble fabriquer la ville, il faut effectivement être ambitieux et assez radical avec de nouvelles approches. Donc, si redirection écologique parle mieux, peut-être qu'il faut prendre ce terme-là. Je crains que ça soit un peu techno encore. Voilà. Ce qui compte, c'est vraiment de produire une ville durable, vivable, la qualité environnementale de la construction, de la réhabilitation, la qualité d'usage. C'est tout ça dans le terme, dans la manière dont il faut que nous travaillions ensemble. Voilà, plutôt que Emmanuel Andréani, quand vous allez au-devant de promoteurs, d'élus, comment vous faites passer ce message, puisque vos réalisations sont souvent exemplaires en la matière? Alors, comment je fais passer le message? Déjà, pour moi, la question de la redirection, par exemple, pour moi, c'est toujours la même direction, en fait. À un moment donné, être architecte, c'est intégrer un certain nombre de contraintes. Plus on a de contraintes, plus elles sont intéressantes, il me semble, plus notre travail est intéressant. Donc, c'est toujours le même chemin qu'on emprunte. Comment est-ce qu'on décide, comment est-ce qu'on parvient à faire que tous les acteurs de la construction se mettent dans la même synergie de cette direction? Moi, il me semble déjà que c'est une prise de conscience collective qui s'impose, en fait. On nous l'impose plus, elle s'impose. Alors, moi, ce que je vois d'intéressant sur la métropole aujourd'hui, c'est que ces contraintes-là, elles sont positives. Ça nous demande, à nous les architectes, ça demande à nos maîtres d'ouvrage de réinterroger à chacun sa propre pratique. Ça demande effectivement aussi peut-être de revoir les tableaux Excel des uns et des autres. En tous les cas, pour l'architecte que je suis, c'est que du positif. Il me semble que c'est en donnant ces contraintes, alors on parlera de matériaux tout à l'heure, les matériaux biosourcés, voilà, ils se sont imposés voilà, contre le béton, contre le métal. N'empêche que si on réfléchit à l'architecture d'aujourd'hui pour demain, comment est-ce qu'on fait différemment? Après, la question du matériau. Le matériau doit être utilisé à bon escient. On verra des projets tout à l'heure qui ont été primés, qui ont des ossatures métalliques, qui ont des ossatures en béton bas carbone. Il y a plusieurs manières d'atteindre l'objectif. Mais voilà, derrière, on peut utiliser du bois pour des planchers, pour des façades. Je pense que cette question-là de changer de paradigme au niveau de quels outils on utilise pour faire de l'architecture, donc pour faire des cadres de vie, finalement, elle n'est pas si compliquée que ça, en fait. Marc Campesi, vous vivez, j'imagine, souvent le grand écart, puisque vous êtes primé régulièrement à des COP 21, 24, 26, on peut faire et d'autres, avec des réalisations, des réhabilitations parfois de ce qu'on appelle des passoires énergétiques.
Vous utilisez parfois des images en disant, pour tel exemple, on a repris le système de l'écureuil ou des choses comme ça. C'est moins techno que redirection écologique. Et en même temps, il y a des résistances. Donc, est-ce que ce terme vous paraît bien cadrer le sujet? Je pense qu'il faut mettre un peu de poésie, donc voilà, c'est très important. Après, c'est la redirection, je rejoins un peu ma voisine, enfin, pour plein de raisons d'ailleurs. On va plutôt parler d'évolution, quoi. Enfin, je veux dire de nécessité d'évoluer. Je rappelle une règle simple, si l'espèce vivante n'évolue pas dans son environnement, ne s'adapte pas à son environnement, elle disparaît, quoi. Voilà, c'est ça l'enjeu. Donc moi, je suis assez radical sur ces sujets. Je pense qu'on va beaucoup trop lentement. Je m'intéresse beaucoup à la météo, hein. Il faisait 26 degrés à Stockholm, j'en parlais tout à l'heure. Les 15 derniers jours, là, ça choque personne, hein. Il y avait juste une zone bleue en France et dans le nord d'Italie. Donc, on est épargné par les impacts climatiques, hein, visiblement. Et il ne faut pas vous angoisser. Dans la métropole de Lyon, il n'y a pas de souci. Tout se passe autour. Et alors, pour cet été, je vous recommande d'aller prendre vos vacances sur les plages suédoises. C'est absolument magnifique. Voilà, pour l'entrée en matière, ce que je pouvais vous dire de la notion de redirection. Je pense que l'adaptation, pour moi, il y a une urgence à s'adapter rapidement, plus vite qu'on ne l'imagine. Donc, alors, puisque il n'y a que des gens d'action et tout le monde est convaincu ici. Donc, c'est beaucoup plus facile, il n'y a pas d'adversité, hein. Mais puisqu'on aborde ce sujet, dans votre vie d'élu ou d'architecte ou de fabricant pour bois-paille ou de labelliseur, entre guillemets, ou certificateur, je ne sais pas le terme le plus certificateur, le plus adapté, quels sont les freins que vous rencontrez? Daniel Schoens, vous êtes coprésident de Ville et Aménagement Durable, VAD, je pense que assez connu pour l'assistance, qui est un peu une référence, qui a une certaine ancienneté. Est-ce que ces freins sont toujours aussi permanents? Est-ce qu'ils se lèvent petit à petit? On parle souvent des freins financiers, puisque construire écologique coûte plus cher. On peut parler aussi des freins parfois techniques de mise au point. On parlera des normes tout à l'heure. Est-ce qu'il y a encore des freins contre lesquels vous devez vous battre? Énormément, bien sûr. C'est intéressant de le repositionner dans l'histoire. Depuis, pour le faire simple, depuis que Donella Meadows, en 72, a fait le premier rapport pour le Club de Rome, qui a alerté chez VAD, ça fait depuis plus de 20 ans qu'on démarre, et il y en a pas mal dans la salle qui sont avec nous aussi, sur lequel on pourra aller chercher vraiment toutes les solutions techniques. Toutes les solutions techniques ont abouti à des réglementations, des normalisations, des référentiels, etc. On a eu cette période-là, mais c'est déjà une période un petit peu ancienne, si je peux me permettre, nous, chez VAD, par rapport aux préoccupations qui nous portent. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on n'est plus dans un problème technique. Les problèmes techniques, c'était les symptômes du problème. On a clairement vu les conséquences, on les voit tous les jours aujourd'hui, mais le problème de fond, il est aujourd'hui culturel. Il est culturel dans un changement d'attitude, dans un changement de méthode, pour tous les métiers. Et c'est ça qu'on a porté chez VAD depuis longtemps, sur le fait d'élargir à toutes les professions qui interviennent dans la ville, dans l'aménagement durable, dans le bâtiment, y compris, et bienvenue. On a constaté que ces derniers temps, les 450 adhérents sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de toutes les entreprises qui viennent voir les solutions techniques, on est très contents, y compris en matière de constructeurs, de fabricants, d'élus, de décideurs, de financiers. La chaîne globale de la fabrication, ces acteurs qui sont au service du territoire, elle est extrêmement complexe. Et donc les freins, ils sont extrêmement présents encore aujourd'hui. Juste pour l'illustrer d'une autre façon, des fois, quand on regarde les projets, vous avez peut-être vu le off du développement durable, on a sélectionné un certain nombre de projets, y compris des projets d'immobilier. On est souvent sur des petits projets. Et souvent, on nous dit, mais OK, vous êtes sympa, c'est bien vos petits projets-là. Mais comment on fait ça quand il faut massifier, quand il faut élargir, quand il faut traiter l'ensemble de la ville? Ce qui se passe dans ces petits projets, c'est que ce changement culturel dans lequel on peut embarquer toutes les parties prenantes d'une opération peut aller vers de la régénération au lieu d'aller simplement vers de la réduction. Parce que tous les chiffres, là, y compris Thierry, tous les chiffres qu'on a vus, là, tu l'as dit toi-même, les chiffres, c'est essentiel, parce que quand on a besoin de les mesurer, on a besoin de les chiffrer, on a besoin de les financer, on a besoin de rassurer, on a besoin de confirmer, d'installer un climat de confiance qui permet de dire « Ok, on y va », mais tout le monde se regarde en disant « T'es sûr qu'on peut y aller, là
est-ce que ça va être encore vraiment la bonne... est-ce que dans 10 ans, mon investissement tiendra encore la route? Donc tout le monde se regarde et on essaie de construire ce climat de confiance. Ce climat de confiance-là, quand on est sur des petits projets, il se construit sans avoir les chiffres. Il se construit sans le mesurer. Il se construit à la compréhension. On appelle ça le bon sens près de chez vous. Il y en a qui connaissent bien ça ici. Mais on le comprend. Et l'adhésion au lieu, on aime le bâtiment, on aime le projet, on fait des choix et on s'aperçoit que c'est du plaisir d'aller chercher chaque fois ces solutions-là. Et du coup, cette bascule culturelle dont on a vraiment besoin aujourd'hui, si je le repositionne dans l'histoire en 2024, on n'est pas comme en 2020. En 2020, on n'était pas du tout comme en 2004. Enfin, voilà, nous, quand on a fait nos études d'architecture avec Emmanuel, on s'en souvient, ça fait un certain nombre d'années, on ne racontait pas la même chose que ce que j'ai raconté ce matin à l'INSA Strasbourg aux étudiants. Il faut vraiment le repositionner comme ça. Donc cette bascule culturelle-là, elle se fait quand toutes les parties prenantes sont mobilisées, qu'on arrive à construire un climat de confiance. Et comment on fait pour passer à l'échelle, pour que ce climat de confiance s'installe également pour des grandes échelles qui sont celles dont on a besoin aujourd'hui, pour massifier les choses à l'échelle de grands projets comme celui où on est ici. Et là, c'est évidemment plus compliqué. Alors, il y a un mot important, parce qu'on parle chiffres, et en fait, vous avez parlé tous les deux de culturel. Et effectivement, Roger Garivier, on a eu l'occasion de faire un reportage vidéo à la manufacture Bois-Paille que vous avez créé à Villefranche-sur-Saône. Et la question qui ne me ment pas, c'est la référence au petit cochon, la paille qui brûle, est-ce que ça dure, etc. Et là, on est dans le culturel, puisque vous avez des réponses techniques, mais les freins, ils sont culturels. Oui. Et puis habituel aussi. Hein. Voilà. Moi, j'utilise quasiment le terme de révolution, là, ce qu'on est en train de vivre, parce qu'au-delà du changement des matériaux, en fait, on ne travaille plus de la même manière tous ensemble. Et pour nous, c'est génial, parce qu'on voit des archis venir visiter l'usine régulièrement, poser des questions, être curieux. On est en amont sur les concours. C'est vraiment... quelques chiffres, c'est 700 visiteurs en 2 ans. Ouais, en 2 ans et demi, on a eu plus de 700 visiteurs. C'est énorme. Oui. Mais, combien de mètres carrés construits? Parce qu'on en a 15 000 mètres carrés et 1500 tonnes équivalent CO2 non émis. Voilà, grâce à notre solution. Alors, tous les jours, je me dis, et je râle un peu, mais ça va pas assez vite. Bon. Et puis, je vois les rapports du GIEC, du machin, je dis, mais c'est pas possible. Puis, le point positif quand même, c'est que quand je me retourne et je regarde le chemin parcouru, pas par nous, même globalement, par même tous les matériaux biosourcés, toutes les solutions, tous les systèmes constructifs qui sont arrivés, wow, ça a bougé quand même. Parce qu'il y a 2 ans et demi, moi j'ai démarré, j'avais pas de bois, c'était pénurie de bois, d'accord. Il n'y avait pas d'incubateur pour des startups, pour démarrer et développer des systèmes constructifs. On était seuls au monde, quoi, vraiment. Et puis, les gens sympathiques qui venaient nous voir au départ, c'était de la curiosité, voilà. Le premier poste, c'était cette fois, je suis vraiment sur la paille, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Puis bon, là, je me suis dit, ça intéresse, il y a eu 70 000 vues. J'ai dit, oh, tiens, la paille, ça commence pas mal. Et les chiffres. Et voilà. Et aujourd'hui, tous ces architectes qui sont passés reviennent avec des projets concrets. Aujourd'hui, il commence à y avoir des incubateurs, des initiatives privées, publiques. Il y a des startups qui se développent, nos camarades de la terre crue, du béton de chanvre, du béton. Enfin, ça bouge. Et en 2 ans et demi, ça a quand même énormément évolué. Peut-être pas assez vite. Il faut qu'on accélère. Il n'y a pas à tortiller. Alors les freins réglementaires, les freins idéologiques, idéologiques au sens large, les culturels, bon, on a tout ce qu'on veut, mais voilà, il y a quand même le sentiment que faut pas lâcher et finalement les choses avancent. La paille et les autres matériaux biosourcés avancent. Il y a des fonds d'investissement qui commencent à s'y intéresser. Il commence à y avoir des moyens. Et puis c'est toujours la même chose. Hein. C'est voilà, si la verticale du bois paille. Bon, le bois c'est particulier, mais par exemple de la paille. Il n'y a pas de lobby, quoi. Il n'y a pas un rond, quoi. Il faut se le dire. Hein. Il y avait pas
voilà, il y a des aides aussi maintenant de l'ADEME qui suivent et qui renforcent vraiment des super des dotations en subventions qui sont vraiment significatives. Voilà, ça bouge, quoi. Vraiment, ça. Voilà, objectivement, il y a quand même déjà eu du chemin parcouru et des lignes qui ont bougé. Mais on a encore pas mal de boulot, quoi. Et tant mieux. Benoît Mérieux, votre travail, il est technique ou culturel? Les deux. Les deux. Il y a un travail évidemment technique, puisque comme Thierry Roche l'a rappelé, ou Daniel tout à l'heure, il y a évidemment besoin de cette technique qui est, on va dire, la première base de la pyramide, sans laquelle on ne peut pas mesurer, et si on ne mesure pas, on ne peut pas contrôler ou en tout cas modifier. Un exemple classique, c'est quand vous avez votre consommation réelle en direct de votre voiture affichée à l'écran, on a tous tendance à s'amuser à lever un peu le pied pour avoir la même vitesse, mais en consommant un peu moins. C'est un petit peu la même chose. Si on n'a pas des outils de mesure fiables, on peut difficilement piloter à la fois la conception, la construction, mais aussi évidemment l'exploitation, qui est évidemment le cœur du sujet sur le fond. Mais il est aussi culturel, puisqu'il faut, en tout cas dans notre métier, nous, certificateurs, expliquer justement qu'il y a cette part de technique, mais qu'il y a aussi beaucoup de travail sur l'usage du bâtiment. Et sur cette question de quel immobilier pour une redirection écologique, justement, je pense que l'intervention de M. Roche a été assez intéressante. Je pense qu'il y a ces deux aspects. Il faut ce fond technique et cette acculturation de ces ouvrages qui deviennent évidemment plus techniques. On en a besoin, mais il faut aussi que cet immobilier puisse être un immobilier avec une qualité d'usage et donc intégrer évidemment cette partie-là, cette dimension-là. Béatrice Vessillier, je me souviens que quand vous êtes arrivée en responsabilité, vous avez dit il y a plein de choses intéressantes qui se font sur Lyon, il y a des architectes, il y a des bureaux d'études un petit peu pionniers, mais ce qu'on veut, c'est massifier. Et les résistances pour massifier, elles sont à quel niveau? Vous me parliez par exemple d'une opération sur Villeurbanne où le béton de chanvre n'a pas été possible autant que vous vouliez, et à un autre endroit, je crois à la Croix-Rousse, où ça a été possible. Est-ce que vous comprenez toujours les raisons techniques? Vous avez des experts autour de vous allez pouvoir les interroger. Donc, c'est pas, même quand il y a cette volonté politique que soulignait Emmanuel Andréani, c'est pas si facile de massifier. J'observe qu'effectivement, dans les projets que je vois émerger tous les jours, on n'est pas encore dans la massification du bois terre-paille ou du pisé ou du chanvre. Et donc, on a bien, même si des entrepreneurs comme vous sont les bienvenus, on voit bien que dans un certain nombre d'opérations, les maîtres d'ouvrage nous disent il y a une équation économique ou technique qui ne marche pas. Et effectivement, c'est dans un des lots des gratte-ciel où les études avaient été menées en béton de chanvre pour des immeubles de belle hauteur, où on m'a expliqué, et je fais totalement confiance aux experts, que sur de telles hauteurs, on n'y arrivait pas, il n'y avait pas les ATEX qui allaient bien, alors qu'un bailleur social est en train de construire un immeuble exemplaire 100% abordable en plus, à la Croix-Rousse, en béton de chanvre. Donc, il y a bien encore quelques freins techniques ou quelques filières encore à structurer pour justement avoir d'une part les ATEX et ensuite des coûts aussi abordables. Parce que la question des coûts, enfin, c'est tous les jours que des opérateurs me disent, pourtant dans des opérations publiques où le foncier est minoré, où du coup, ça devrait pas être un frein à mettre un peu plus sur les coûts de travaux, sur le montant des coûts de travaux, et là, j'ai en tête une opération à Mermoz qui devait être à Ossature-Bois et où finalement, le promoteur est en train de dire on va faire du béton bas carbone, mais quand même du béton. Donc, les freins, ils sont encore multiples et on a beau ici se dire qu'on va dans le bon sens, on va trop lentement. Là, je suis bien d'accord avec vous par rapport à l'enjeu de construire décarboné, le compte n'y est pas. Et je vois dans
dans nos opérations en maîtrise d'ouvrage, nous, métropole, puisqu'on construit des collèges, on construit un établissement pour les enfants qui nous sont confiés dans le parc de Paris, où on a des objectifs très ambitieux, en l'occurrence bois épuisé. On a dû déclarer l'appel d'offres infructueux en fin d'année parce qu'on n'avait pas les réponses. Alors, ce n'était pas forcément sur le lot pisé, mais globalement, c'était quand même de la mise en œuvre particulière sur une opération qu'on voulait particulièrement exemplaire. Voilà, donc on est en cours de nouvelles consultations. Donc, je me dis que l'écosystème global des professionnels de la construction n'est pas encore complètement en mesure de répondre à ces objectifs que nous avons de construire autrement, quoi. Alors, on a mis en place à la métropole une plateforme du bâtiment durable, qui est un lieu de partage des expériences, des bonnes pratiques, où on essaye de progresser ensemble, d'analyser les freins, justement. Mais voilà, il y a besoin de toutes ces énergies-là et de toutes ces convergences-là avant d'avoir, je pense, un écosystème à la hauteur de ce qu'il faut qu'on fasse tous ensemble. Et je nous mène, nous, dedans, les collectivités. Emmanuelle Andréani, je vous sens impatiente Non, de réagir, puisque justement, écoutez, à la Cité des Vins ouais. et des climats et des vins, il y a eu du béton de chanvre. Oui, c'est ça. Mais vous avez raison de vous mettre dedans, Madame Vessillier, parce que en fait, c'est de vous que tout part. Pour parler juste de la Cité des climats et des vins de Bourgogne, l'entrepreneur qui l'a réalisé, il est dans la salle. Et avec donc David Guillot, quand on a dit au maire de Beaune, ce projet a été gagné, il était en béton. On a dit, nous, on va changer de mode constructif. On était en pro déjà. Donc on a fait un pro numéro 2 et on a choisi de faire les façades ossature bois, remplissage chanvre chaud, donc c'est ce qu'on appelle le béton de chanvre, et enduit terre à l'intérieur. Pour décider le maire, c'était pas... Oui, il était d'accord, mais sauf que ça voulait dire qu'on prenait le risque avec l'entreprise d'avoir un ATEX en plein Covid. Voilà. Le maire nous a suivis. Pourquoi ? Parce qu'on lui a dit, mais ça sera le plus haut bâtiment d'Europe en béton de chanvre. Donc, il y a un moment donné, il faut trouver des arguments. Des fois un peu tirés par... voilà, mais... Culturel ou technique ? Et en fait, là où moi je reste convaincue que chaque opération faite, c'est un exemple de plus. Chaque opération, qu'elle soit petite ou moyenne ou peut-être demain grande, c'est un exemple de plus et ça fait avancer la recherche. Ça permet déjà les certifications. Alors, au niveau des matériaux biosourcés, par exemple, comme le béton de chanvre, il y a très, très peu de certifications aujourd'hui. Il y a quasiment rien. On est vraiment aux prémices du prémisse. Mais on s'appuie sur ces opérations pour avancer. Donc, il faut y aller. Il faut y aller peut-être par petits bouts. Les promoteurs qui sont dans la salle le savent. C'est difficile de sortir une opération toute biosourcée. Par contre, on n'hésite pas avec l'un ou l'autre promoteur à mettre un petit peu de chanvre sur les façades. On fait la moitié du bâtiment en bois. Voilà, il faut de toute façon expérimenter pour avancer. Alors, histoire de bien me fâcher avec tout le monde, est-ce qu'il y a des blocages au niveau de la répartition des coûts ? Est-ce que c'est les honoraires des architectes qui sont trop élevés, les coûts des matériaux, des matières premières qui ont explosé ? Il a dit oui. Alors moi, les promoteurs qui font de trop grosses marges, sérieusement, quels sont les blocages ? Parce qu'on est dans une période très particulière où le coût des matières premières a explosé et on nous demande à tout le monde de faire une redirection, une transition écologique. Donc, ce n'est pas des conditions idéales. Mais donc, si on y arrive malgré tout, qu'est-ce qui permet de débloquer les situations ? En fait, aujourd'hui, c'est parce qu'encore une fois, on parlait des entreprises. Les entreprises qui sont en capacité de réaliser de la paille, de la terre, elles ne sont pas assez nombreuses. Mais encore une fois, il y a beaucoup de formations. Chaque entreprise qui forme. Donc, ça fait une espèce de toile d'araignée, là, un petit peu. Et puis, tout le monde se connaît. Je veux dire, ils s'entraident. Donc, sur un chantier un peu important, on est capable d'avoir des entreprises qui se mettent ensemble pour travailler. Donc, ça, c'est pas encore... On n'est pas à l'industrialisation, mais ça va venir.
Et il faut être vigilant parce que moi, ce que je trouve intéressant, alors de mon point de vue d'architecte, c'est qu'on a redonné du sens à l'acte de construire. On a redonné du sens au métier de la construction, à ceux qui prennent leurs mains pour construire. Et ça, déjà, c'est énorme. C'est pas culturel, c'est social. Et ça, déjà, je veux dire, il y a aussi des entreprises dans la salle. Je veux dire, avoir un compagnon qui vient le week-end pour montrer à sa famille, et c'est ce qui s'est passé sur la Cité des Vins, pour montrer, regarde, c'est moi qui ai fait ça. Eh ben, je vais vous dire, il y a 10 ans, 20 ans en arrière, on en parlait avec Daniel tout à l'heure, eh ben, des ouvriers de grandes boîtes qui amènent leur famille pour montrer qu'ils ont coulé tel mur ou tel mur en béton, c'est vrai que c'était moins fréquent. Cet aspect formation, j'imagine qu'il est clé dans Bois-Paille. Alors, je voudrais juste dire deux choses. On va débattre un petit peu. Un, je suis absolument pas saturé. Donc, envoyer des murs Bois-Paille, hein, on est prêt. Ah non, mais c'est dramatique. Hein, les chantiers se décalent tous. Lundi, mardi, moi, mes gars, ils n'ont pas travaillé à l'usine. Hein. C'est dramatique. Hein. Et on a des capacités, on a 2500 mètres carrés. Donc on est très loin d'être saturé, il ne faut pas croire ça. Et il ne faut surtout pas envoyer ce message-là parce que ça va être le super bon prétexte. Ah putain, la filière, elle n'est pas prête, elle n'est pas prête. On entend ça sur le bois, il n'y a pas d'industriel en France, etc. Donc des excuses, voilà. Donc finalement, on peut absorber beaucoup plus. Sur la partie, le geste, etc., l'artisan et autres, je crois qu'il y a un peu une confusion. On parle de massifier. Si on parle de massifier, on parle de grande surface, on parle de pénibilité. Donc croire qu'on va faire la redirection écologique avec que du travail manuel, moi, si j'ai appelé la société Manufacture Bois-Paille, c'est pas pour rien. C'est parce que l'homme ou la femme, j'essaye d'avoir une parité au maximum, mais c'est des travaux qui sont durs, c'est au centre de mes process et on mécanise. On est low-tech, on mécanise pour réduire la pénibilité. Ce sujet de pénibilité, il n'est pas pris en compte. Il y a une sorte de fantasme sur l'artisanat. Le problème, c'est que quand on met 500 mètres carrés de bottes de paille sur le chantier, à 2,50 m, vous finissez la journée, vous n'avez plus de bras. Donc, moi, c'est assez paradoxal, mais enfin, j'ai une voix de tout petit industriel et j'essaye de... C'est pour ça qu'on fait visiter avec grand plaisir. Les matériaux biosourcés, ça a une connotation sympa, cool, voilà, mais à mettre en œuvre, ça gratte, c'est lourd. Nous, les bottes de paille, on a des cahiers des charges pour que ça ne dépasse pas 17 kilos, pour pas construire la ceinture lombaire. On est en train d'essayer des exosquelettes pour faciliter tout ça. Tout ça, on peut le faire en atelier. C'est la vertu de la construction hors site. Évidemment, on vient d'être lauréat de France 2030 et de l'appel à projet là-dessus, parce qu'on avait des choses à dire et on avait des investissements à faire. Voilà. Donc, si on veut massifier, il y a un moment où faut, le mot d'industriel, c'est pas un gros mot, quoi. Faut y aller. Les industriels, alors nous on se met dans l'industriel, on est minuscule, mais il faut les inviter autour de la table en amont, dans la conception. C'est comme ça qu'on arrivera à concevoir à coût objectif. Voilà. Et on part tous ensemble dans l'aventure. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe culturellement ? Quand on est à côté d'un chantier, par définition, je fais une générale, on est suspect. Oh là là, il va se laisser aller, lui, il est à côté et tout. Donc je vais plutôt consulter. On voit, on voit des chantiers aujourd'hui qui sont exemplaires, qui sont faits par des boîtes qui viennent de 500 km. J'ai des gros chantiers en tête. La paille, elle vient d'Orléans. C'est pas normal. Il n'y a pas de paille en Rhône-Alpes. Eh bien si, alors voilà, mon fournisseur, c'est 2 ans de boulot, mon fournisseur de paille principal, il cultive sa paille à 10 km, il me livre en tracteur. Le bois massif qu'on utilise, c'est du Douglas, qui vient du Haut-Beaujolais, on a le plus gros stock en Europe, il faut se dépêcher avant que les Chinois nous aient tout pris, parce qu'ils sont en train de taper dedans, il faut le savoir. C'est transformé dans la vallée d'Azergues, ça arrive, donc on est vraiment sur le circuit court. Voilà, quand on parlait des freins, moi j'en ai 2. Il y en a un, il s'appelle CSTB, et le deuxième, loi MOP, où finalement le circuit court, il est compliqué à faire entrer dans les cases, et on voit des entreprises qui viennent de très loin, qui prennent les marchés parce que c'est les moins de 10 ans, et nous on essaye de faire du circuit court à côté, donc
J'ai L'achat durable à la métropole et je pense qu'on est très vigilant sur l'origine de nos produits. Évidemment, on ne peut pas écrire en tant que tel dans le cahier des charges qu'il faut du bois local, mais on a trouvé d'autres formulations pour. Vous pouvez mettre l'impact carbone quand même, enfin, quelque chose. Quelque chose comme ça. En tout cas, notre secret de plan fabrication. d'achat responsable, il est assez volontariste sur l'impact environnemental des fournitures. Sur l'aspect matériaux, on peut dire un mot de Thériault, qui est une petite entreprise de terre crue, qui sont en train de tester à Saint-Priest leur process, parce que dans une volonté aussi d'industrialiser. Et ce qu'ils essayent, là aussi, dans une économie circulaire à circuit court, je crois que c'est avec Léon Grosse, de tester des terres de récupération, de chantier, pour en refaire à nouveau des bâtiments. Ça, c'est vraiment industrialiser ce matériau. Aujourd'hui, si on l'utilise en l'état, la terre d'excavation, il faut l'analyser. Ça prend un certain temps. La mise en œuvre peut être relativement longue, beaucoup d'heures de travaux, relativement pénibles, évidemment. Et ils cherchent, de la même manière qu'on a essayé d'industrialiser la mise en œuvre de la paille, à faire la même chose avec de la terre crue. Ce qui est du bon sens, quoi. Là, on ne réinvente que ce qui a été oublié. Prenons de la terre pour faire nos murs, de la paille à côté pour les isoler, et puis pour le toit, on prend du bois qui est paradoxal, effectivement, c'est qu'on parle aujourd'hui de nouveaux matériaux, on va parler des normes juste après, alors que c'est des matériaux un petit peu ancestraux. Marc Campesi, comment vous utilisez ces matériaux biosourcés et est-ce que c'est compliqué à trouver? Est-ce que c'est compliqué de persuader des gens de l'utiliser? Je voulais simplement dire que j'étais ravi qu'il y ait un projet de réhabilitation, de rénovation qui a introduit cette soirée. Je pense qu'on parle beaucoup de construction. Chaque fois dans les débats, le sujet tout tourne autour de la construction du bâtiment neuf. Il en faut, il n'y a pas de sujet. Mais c'est 1% du renouvellement du patrimoine annuel, donc c'est totalement anecdotique. Le sujet de la réhabilitation qui est un peu épineux, puis qui est peut-être moins sexy parfois. Donc malheureusement, il est un peu écarté. Alors nous, le choix des biosourcés, c'est même plus une option, les biosourcés, ça nous paraît une évidence. Aujourd'hui, sur l'intégralité de nos projets, nous avons recours aux biosourcés, si possible en local, sinon en français, voilà, parce qu'il y a des problématiques de développement de filières aussi. Notamment, on est très adepte du chanvre, alors un chanvre, je vous rassure, voilà. Mais on est addict au chanvre, voilà, pour voilà, chercher le terme. Il hésitait à le dire. Voilà, et pourquoi? Parce que pas seulement pour ses performances, pour ses capacités à réguler l'hygrométrie, etc., mais aussi parce que c'est agréable, c'est plaisant pour les gens qui le mettent en œuvre. Je veux dire, dans l'histoire, dans l'aventure de la construction, effectivement, il y a les habitants, enfin, comme l'a dit Thierry tout à l'heure, et puis il y a aussi ceux qui sont sur les chantiers, comme l'a dit Emmanuel. Je trouve que tout est dit là, c'est formidable, on devrait parler toute la soirée là. Voilà. Tu citais un chiffre en préparation du débat, c'est les bâtiments aujourd'hui les bâtiments présents en 2050, c'est X%, ils ont été construits aujourd'hui. Ça veut dire qu'on construit pour demain, que l'acte de construire a une permanence énorme, quoi. Oui, alors juste pour l'anecdote, on est en train de réhabiliter les bâtiments de 2005, pour vous donner un peu des indicateurs. C'est quand même, ça me préoccupe un peu. Aujourd'hui, on travaille sur on a développé un service d'analyse de vulnérabilité, à la fois sociale, économique et environnementale. Ça fait peur quand même, donc je ne vais inquiéter personne parce qu'on m'a dit qu'il faut être très positif. Alors, une fois qu'on a fait ça, après on amène des solutions, on fait des feuilles de route 2040 et on amène on ne va pas se contenter de dire tout va mal, on ne sait pas faire, non. On l'a dit, il y a les compétences, elles sont présentes dans la salle et ailleurs, et particulièrement dans la région Rhône-Alpes. Donc l'idée pour nous, c'est d'analyser une situation de manière objective, une situation initiale, et de dire comment on fait pour commencer à anticiper les problématiques énergétiques, entre autres, c'est anecdotique l'énergie, qu'on va se prendre d'ici 2030-2035, puisqu'on aura peut-être une croisée des chemins là qui va arriver. Il faut se préparer à tout ça. Ça, c'est qu'un des aspects. 25 jours de canicule par an. La plupart des bâtiments, j'espère que celui-ci sera capable, sera résilient. Voilà, on est enterré, donc peut-être qu'il faut vivre sous terre. Mais l'idée, quand même, c'est de se poser la question sur le patrimoine existant. Franchement, et tant mieux, il faut des bâtiments neufs, il faut que toutes les agences d'architecture travaillent, produisent des choses incroyables, et c'est de plus en plus le cas. Mais le patrimoine existant, il faut commencer à se poser la question. Il y a des typologies de bâtiments. Il faut commencer à mettre en place des espèces de référentiels de solutions. Il y a des choses à faire, mais il faut se mettre autour de la table. En réhabilitation, c'est un peu la direction que vous donnez, puisqu'il y a l'ex-tour du Cirque dans le 8e. Il y a énormément de projets. Est-ce que c'est quantifiable?
Alors, l'ex-Tour du Cirque, c'est un bâtiment Ville de Lyon. Alors, même si je suis dans le groupe de travail, je ne vais pas parler à la place de la Ville de Lyon, mais c'est vrai que c'est un bon exemple d'opération où le choix a été fait de dire il faut le réhabiliter, le transformer, lui redonner une seconde vie avec une ambition de matériaux biosourcés, une renaturation, une végétalisation, une désimperméabilisation des espaces extérieurs, une partie de démolition. Donc, évidemment, c'est intéressant. Et il y a d'autres projets de ce type-là. Dans la réorientation du projet Pardieu, on a aussi porté cette thématique-là, de dire réhabilitons ces bâtiments des années 70, pas très vieux, effectivement, mais n'empêche qu'ils ont besoin d'une nouvelle vie, plutôt que de la démolition en reconstruction. On aimerait être entendu dans ce sens-là par l'Agence nationale de renouvellement urbain, l'ANRU, qui finance beaucoup mieux les démolitions que les réhabilitations ambitieuses BBC. Alors, on a obtenu dans les dernières conventions de l'ANRU à Villeurbanne et à Bron-Parilly, effectivement, une inflexion dans la position de l'ANRU, et on aura des opérations des réhabilitations lourdes importantes financées par l'ANRU, de la transformation de bâtiments existants où on va garder que le squelette pour du logement AFL. Donc, on garde quand même l'essentiel du bâtiment et on le transforme. Donc là, il y a du boulot pour les architectes. Il faut pas... effectivement, je pense qu'on a besoin d'architectes pour faire ces réhabilitations ambitieuses, ces transformations de bâtiments. Donc, c'est un sujet évidemment très important. Mais quand je cite l'ANRU, vous avez cité le CSTB, mais ou France 2030, on aurait besoin d'une politique gouvernementale plus ambitieuse de soutien à ces nouvelles façons de construire ou de réhabiliter, des taux de TVA réduits sur le réemploi, et puis des aides effectivement pour mieux structurer, pour faire en sorte que ces filières de matériaux dont on a besoin soient économiquement plus attractives par les maîtres d'ouvrage. Donc là, je pense qu'on a besoin d'une réflexion gouvernementale de soutien au logement. C'est pas trop la direction du projet de loi qui arrive dans ce sens-là, à la fois sur le logement social et sur la manière dont on va construire ou réhabiliter de manière beaucoup plus ambitieuse. Benoît Mérieux a un poids très important sur la question des normes, parce que Certivia, tout le monde le connaît, a un rôle clé. D'ailleurs, on a basé un des trophées cette année, une des catégories, sur ces certifications. Quand on préparait le débat, on m'avait dit on met tout sous le mot normes. C'est un peu fourre-tout. Il ne faut pas confondre normes, réglementation, certification, etc. C'est important à rappeler pour cadrer le débat, puisque vous passez parfois pour être un frein de la réhabilitation écologique, ou au contraire un accélérateur trop ambitieux, puisqu'on cite les normes tantôt pour être trop contraignantes au point de rendre le coût de fabrication trop important, et inversement, on vous reproche de demander des choses impossibles à des matériaux tels que le pisé, de ne pas être prêt, de ne pas avoir les certifications, les bons référentiels. Donc cette question des normes, est-ce que c'est un frein ou un accélérateur ? Quels sont les défis que vous rencontrez au jour le jour ? C'est une question assez complexe. En effet, déjà, il y a désolé, un petit peu de terminologie à préciser. En effet, en premier lieu, il y a la réglementation qui s'impose à tout le monde et dont je crois l'objectif est d'assurer que l'ensemble de la filière, dont notamment, on va dire les derniers de la classe, sans forcément mettre un péjoratif là-dessus, mais soit bien au niveau de ce qui est attendu et de ce dont on a besoin. Et donc, quand on parle d'aller plus vite, les réglementations sont là justement pour rattraper ceux qui pouvaient traîner un petit peu. L'objectif, à l'inverse, d'une norme ou d'une certification ou d'un label que nous on délivre, une norme est un objet entre guillemets disponible à tout le monde. Une certification ou un label est là au contraire pour plutôt montrer la voie et essayer d'inciter à aller au-delà justement des réglementations. Et si on existe, c'est parce que le marché avait besoin d'avoir un organisme qui crée un climat de confiance, comme l'a dit Daniel tout à l'heure, parce que dans le tour de table, il y a aussi des investisseurs et notamment ou des futurs usagers qui ont besoin évidemment d'avoir des promesses, d'avoir des ambitions, d'avoir des annonces qui sont faites sur la qualité de l'ouvrage, sur le futur bien-être ou le
future qualité du cadre bâti qui va être faite dans le cadre d'une rénovation ou d'un projet neuf. Et évidemment, il faut aussi pouvoir s'en assurer, ou en tout cas avoir un tiers de confiance qui est là justement pour pouvoir apporter cette transparence-là et de le dire en effet en toute transparence. Et est-ce que vous avez parfois des difficultés avec des architectes ou des marques Campesi qui vont trop loin et qui vous proposent des projets qu'on ne peut pas certifier? C'est tout le paradoxe, c'est qu'à la fois on a des acteurs qui vont être très moteurs, qui vont être dynamiques et qui vont nous dire mais vous n'allez pas assez loin, ou en tout cas dans un domaine qui est le nôtre, on voudrait avoir une reconnaissance qui dit qu'on est encore meilleur et qu'on va encore plus loin, encore plus vite. Et puis on a évidemment aussi de l'autre côté forcément pointer du doigt pour dire mais attention, vous créez des contraintes, etc. Je pense que c'est beaucoup la réglementation qui est vue dans ces cas-là, souvent associée à des coûts de construction. Alors en ce moment on a l'exemple un petit peu inverse où c'est plutôt des facteurs exogènes, c'est-à-dire plutôt des facteurs extérieurs au secteur qui créent des coûts de construction élevés. Mais il y a des études, il y a quelques études qui ont montré ça très bien. La réglementation arrivant, il y a effectivement sur le moment où elle arrive, c'est-à-dire en gros dans l'année qui suit, à année N+1, année N+2, une augmentation du coût de la construction, mais très vite il y a un effet d'apprentissage. Et on retrouve après des coûts de construction qui sont comme ils étaient il y a 2 ans, voire même inférieurs. Et pour autant, la qualité, on va dire, environnementale de l'ouvrage est là et a été augmentée. Roger Garivier, je vous ai vu approuver cette histoire on va dire, d'une courbe d'apprentissage qui fait qu'au départ, il y a un surcoût, quelques pionniers défrichent, et finalement, on peut suivre, entre guillemets, leur exemple, puisque le coût revient à la normale. C'est ce que j'ai découvert avec des présentations d'éminents économistes, et ça marche sur chaque nouveau saut réglementaire, en fait. C'est assez humain aussi, on découvre, c'est nouveau, et puis après, derrière, on s'améliore, quoi. Donc voilà, nous on travaille pour aller plus vite, toujours dans de bonnes conditions, et nos prix de revient, alors sur un prix de vente, la moitié c'est des achats. Pour moi, mon premier métier c'est négociant de matériaux. Il faut le savoir, donc on baissera pas de 40% avec des grands volumes, hein. Il y a un moment, enfin, on plafonne. Par contre, on va le faire dans de meilleures conditions, un petit peu plus vite, et puis les prix de revient vont diminuer, quoi. Marc Campesi, cette question du coût quand même est importante, puisque moi ce qui me frappe en tant que journaliste, c'est quand on parle d'un projet comme, je crois que c'est KTR, que j'avais visité, vous aviez la chance, je crois, d'un industriel allemand qui vous avait donné un petit peu carte blanche, j'allais dire presque quel que soit le coût, il y avait un objectif, des curseurs à pousser très loin. À Terra Lumia aussi, Archigroup et Atelier Thierry Roche ont eu la chance de pouvoir aller très très loin. Zadigacité aussi a eu un coût au mètre carré relativement important pour aller très très loin. Du coup, est-ce qu'il faut tomber, comment dire, sur des volontaires qui ouvrent la voie et qui poussent très très loin, ou est-ce qu'aujourd'hui on a un stade où on peut arriver à des performances exceptionnelles à des coûts pas trop loin du coût du marché? Oui, ben, moi, je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure. À un moment donné, il faut que les coûts soient accessibles, parce que sinon, on ne pourra pas massifier. C'est-à-dire, si on travaille sur des coûts prohibitifs, il faut des opérations exemplaires, des démonstrateurs, etc. Mais en tout cas, nous, c'est un sujet moteur. On avance simultanément, dès les premières étapes du projet, sur la dimension économique. Alors, le coût global, on a une approche qui est peut-être un peu différente. On a le coût immédiat frontal. C'était un coût qui intéressait tout le monde jusqu'à présent. Là, c'est en train d'évoluer. La notion de coût global, peut-être avec des facteurs comme l'énergie, comme les problématiques de recrutement de personnel, etc., ou de fidélisation, ou d'image de l'entreprise. C'est en train de changer. Donc, on est vraiment sur cette approche en coût global, mais là, il faut rester performant. Il faut se creuser la tête pour ramener le moins d'équipements coûteux, de matériel coûteux sur l'opération. Puis, il y a un autre enjeu derrière tout ça, c'est qu'il se construit une ville comme Paris toutes les semaines, hein. Donc, là, on n'a pas évoqué le sujet, mais on était au Forum mondial climat-bâtiment il y a quelques temps pour présenter d'autres trucs, là. Et ce qui est ressorti quand même, c'est l'enjeu sur la matière. Je
Je veux dire, on va arriver rapidement. La société, enfin pour moi, le monde, on le décrit, on le comprend pas bien parce qu'on est dedans. C'est un peu un entonnoir. Hein. On est de plus en plus nombreux, on consomme de plus en plus, et puis la ressource diminue. Qu'est-ce qu'il y a au bout d'un entonnoir ? Il y a une clé là, ça se referme. Donc on a un vrai sujet de matière. Donc il faut apprendre à on doit tous, être plein d'humilité, apprendre à construire différemment, être très vigilant sur les coûts et puis peut-être mobiliser le moins de matière possible. J'insiste encore lourdement sur le fait qu'il faut réhabiliter de manière importante, surélever, épaissir, faire tout ce que vous voulez. Mais l'enjeu, il est là. Et la dimension économique, la viabilité économique des projets, c'est un élément clé. C'est un élément clé. On pourra pas massifier. S'approche de cette étape où on va réussir à ce qui est exceptionnel, être plus courant, parce que très souvent, nous, journalistes, on va vers les bâtiments qui vont un peu plus loin, plutôt que le courant. Mais est-ce que l'exceptionnel va devenir assez vite la norme ? Alors, je termine juste par ça. Je veux dire qu'on est dans une période de transition, donc on est tous en train d'apprendre chaque jour. Donc forcément, là, c'est un peu compliqué. Donc, il y a des gens qui ouvrent des voies, et tant mieux, il y en a de plus en plus. Et puis voilà, les choses vont se mettre en place. Ça va devenir des techniques plus courantes, des solutions plus courantes, et puis on va y arriver. C'est évident qu'on va y arriver. Emmanuel Andréani, est-ce qu'on est ici un petit peu comme dans un écosystème où il y a une volonté politique et des compétences techniques, architecturales, historiques qui sont présentes et qui sont prêtes à aller assez loin? Où ça va cette massification, elle va arriver? Je vais répondre à votre question, mais je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit là, sur le fait qu'il faut surélever, élargir. Évidemment qu'il faut le faire. Aujourd'hui, je vois quand même un frein, je le dis. Quand on a des projets immobiliers avec les promoteurs et qu'on passe en séance d'archi-conseil, on a souvent du mal à aller au taquet de ce que le PLU nous permet de faire. C'est vrai que moi, je pense qu'il y a quand même une grosse réflexion à mener sur également la réglementation urbaine. Le PLU, il est constamment renouvelé et amendé. Et en fait, je me disais, il y a quand même des freins et des opérations qui pourraient être plus rentables pour les promoteurs parce qu'ils pourraient avoir un niveau de plus. Et souvent, on nous demande de baisser. Et là, je vois une piste pour équilibrer la volonté qu'on a tous de se dire il faut faire des bâtiments vertueux, utiliser des matériaux de plus en plus sains, du biosourcé, et une rentabilité économique qui, des fois, ne va pas au taquet de ce qu'on pourrait. Voilà, moi je pense que ça, c'est une première piste de réflexion. La deuxième, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, on réhabilite aujourd'hui des bâtiments d'il y a très peu de temps. Les bâtiments des années 80, ils sont très difficiles à réhabiliter parce qu'on construisait très très mal. Les bâtiments des années 70, c'est extraordinaire. J'espère que les bâtiments de 2020, ils seront faciles à réhabiliter. Et ça, c'est une autre dimension. C'est que ce qu'on réhabilite ou ce qu'on construit aujourd'hui, pensons collectivement à qu'est-ce qu'on en fera demain. Y compris la réversibilité. Ben, bien sûr. Et ça, c'est un architecte qui vous le dit, parce que je vois très bien quand on conçoit du bureau, alors du bureau, c'est plus facile parce que c'est déjà dans les mœurs. On sait que le bureau, ça doit bouger. Mais quand on fait du logement, combien de promoteurs sont prêts à se dire qu'une fois qu'ils auront vendu, on peut modifier, quoi. C'est souvent du one shot, hein, c'est encore un produit de consommation, le logement. C'est bien ça le souci. C'est un produit de consommation. Alors que si on réfléchit le logement dans 20 ans, je vous garantis qu'on ne fera plus des murs porteurs, on réfléchira les structures complètement différemment. Hein. Alors avant de passer à la remise des trophées, est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui souhaitent poser une question, y compris des collègues architectes, ou à réagir
ou à poser des questions sur le bois paille. Je vous rejoins, monsieur. J'ai juste une question concernant la massification ou l'industrialisation, comme ça a été évoqué. Est-ce qu'on sait aujourd'hui dire s'il y a un seuil qu'il ne faut pas dépasser pour que cette transition vers le mieux construire ne devienne pas elle-même à nouveau une source de débauche ou de gaspillage voilà, puisqu'à un moment donné, on a souvent l'impression que quand on cherche à faire de l'industrialisation de solutions qui marchent à petite échelle, on génère finalement de nouveaux problèmes écologiques. On le voit avec l'électrification des véhicules et autres. Voilà. Est-ce qu'on sait dire finalement, est-ce qu'il y a un seuil, un rythme qu'il ne faut pas dépasser et dire que cette transition, elle se fera à un certain rythme et pas tout d'un coup massification pour régénérer de nouveaux problèmes? Alors, qui se lance? C'est moi qui m'y colle. Ouais, allez. L'économie de la ressource. Évidemment, massifier, ça ne veut pas dire ketchup, on mélange tout, on fait n'importe quoi. Hein. Enfin, certains assimilent la massification à du ketchup. Moi, c'est pas le cas. Aujourd'hui, avant qu'on soit au-delà des capacités juste nécessaires pour massifier, on a encore un peu de temps et un peu de travail. C'est aussi un modèle d'industrialisation qui est entre nos mains et on peut, et c'est la chance extraordinaire qu'on a là, on a plein de défis, mais aussi on a plein de moyens entre les mains. Je vais prendre un exemple pour ma paille. C'est ces agriculteurs, je m'engage sur un volume à l'année avec un prix fixe. C'est comme ça que je veux travailler et je peux le faire et je m'engage. Mon fournisseur en même temps s'est diversifié dans le bio et il s'est pris un gros bouillon. Et du coup, il m'a dit, tu sais, tes 10 000 bottes, je suis super content de les avoir parce que j'ai fait un peu d'investissement et ça n'a pas fonctionné, quoi, en fait. C'est aussi des chefs d'entreprise. Donc, la massification, elle est entre nos mains, à nous de faire ça proprement, si on en a envie. On sait qu'il y aura des spéculateurs, on sait que potentiellement, il y en a qui feront n'importe quoi, font surtout de l'argent rapide. La filière, il faut qu'elle soit aussi vigilante à tout ça, qu'il y ait une espèce d'éthique. Enfin, moi, j'ai espoir là-dedans. Enfin, c'est d'une certaine manière entre nos mains. Donc, ne nous fixons pas encore de limites. Il faut y aller parce qu'on est vraiment à la bourre. Et faisons ça proprement. Allô, oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Denis Léger, Archigroup. Merci pour la qualité de ce débat. Moi, je voulais remettre une pierre de plus à l'édifice de la réarchitecture. Avec Marc Campesi, on est en train de faire le parcours CEC et on se rend compte que la meilleure ressource, c'est évidemment celle qu'on ne consomme pas. Et que donc, il faut absolument consommer et réutiliser tout ce qu'on peut. Et toutes les difficultés qu'on a sur les nouveaux matériaux, sur sur la massification, en réhabilitation, en architecture, on a les mêmes difficultés, qui sont des difficultés complètement différentes, mais les mêmes freins, qui sont des freins. Il faut absolument qu'on change notre regard sur ce qu'on attend d'un bâtiment. Aujourd'hui, je suis en train de réhabiliter un campus numérique, on est en train de transformer un ancien garage en école, on est en train de complètement transformer un immeuble des années 80 à la Part-Dieu. C'est extrêmement compliqué de nous juger, nous qui faisons de la réarchitecture, on est jugé avec des gens qui jugent une architecture d'architecture neuve. Il faut qu'on change notre regard. C'est incroyable, je suis en train de faire un chantier et l'entreprise veut absolument changer une très belle pierre avec du sol plastique parce qu'il y a des trous dans la pierre, qu'elle n'est pas parfaite. Et je me bats pour garder la pierre et on veut me mettre du sol plastique. Donc je suis obligé d'aller voir mon maître d'ouvrage, que mon maître d'ouvrage me signe un papier comme quoi il est aussi d'accord pour garder la pierre et qu'il accepte quelques défauts visuels. Parce qu'évidemment, le sol plastique, ça sera nickel. Hein. La pierre, elle a déjà 60 ans. Voilà, donc c'est extrêmement intéressant donc, de travailler sur tout ça. C'est passionnant. Mais moi, j'aime beaucoup les propos de Marc Campesi. Il faut qu'on aille très massivement dans l'architecture.
Je me demande s'il ne faudrait pas regarder les permis de démolir avec plus de sévérité. Partagez cette remarque. Bon, Béatrice Vessillier, est-ce que vous regardez avec sévérité les permis de démolition? Oui. Mais je le disais tout à l'heure, mon propos, effectivement, c'est de dire faisons avec le déjà là le maximum possible et évitons de démolir quand on peut. Alors, réarchitecturer, ça c'est le nouveau, c'est le terme du débat de l'année prochaine. Du Voilà, coup, la après la redirection redirection, il y aura la réarchitecture. Mais effectivement, tirer parti des bâtiments tels qu'ils existent, faire de la surélévation, etc. La transformation, parce qu'il y a quand même des opérations exemplaires, notamment dans les grands quartiers d'habitat social, de transformation importante. Et j'espère que, comme vous, que les réhabilitations qu'on fait aujourd'hui, quand on met beaucoup d'argent, et il y a des bailleurs dans la salle, quand on met des 80 000, 90 000 euros de travaux par logement, qu'on n'y reviendra pas dans 20 ou 30 ans, qu'on se dira pas on a mis beaucoup d'argent public et d'argent des locataires et qu'il faut y revenir. Donc, on a intérêt à faire cette réarchitecture ou cette transformation de manière très qualitative. Alors, la CEC, c'est la Convention des entreprises pour le climat. C'est né dans la région, ça a essaimé. Je pense que vous êtes beaucoup à le connaître. Comme Denis Léger a fait référence, on a suivi ça depuis le départ et ça fait partie peut-être aussi d'un cheminement culturel pour un certain nombre de chefs d'entreprise de suivre ces formations de la Convention d'entreprise pour le climat. Daniel Schoen. Je voudrais juste ajouter une chose, puisqu'on a parlé du tableau Excel tout à l'heure et on n'est pas vraiment allé plus loin, mais je crois qu'on peut dire que toutes les opérations qui sont exemplaires, et sans doute une grande partie de celles qu'on va voir tout à l'heure, sont basées sur des modèles de modèles économiques créatifs. Alors créatifs, tout le monde est créatif dans la salle, bien sûr. Nous sommes tous des créatifs. Et en général, on se tourne toujours vers les architectes en disant soyez créatifs. Mais le modèle qui dit qu'on n'est pas simplement sur un modèle où j'achète, je construis, je vends, mais j'achète, je maintiens, je travaille dans la durée, je construis des partenariats de fonctionnement, de maintenance. Tu l'as dit avec ton fournisseur de paille. Tu as créé un partenariat avec lui. Tu dis dorénavant, je vais travailler avec toi. Et ça n'a pas de prix. Avec ça, tu as remplacé un one-shot qui est quelque chose qui vient de loin avec quelque chose qui est durable au sens premier du terme, d'avoir construit un partenariat et qu'on est passé de la construction à la maintenance. Si on passe en mode maintenance, réparation, régénération, réarchitecture, etc., on change complètement le système. Et c'est là que sont les solutions. J'en suis absolument convaincu. Et ça veut dire faire avec l'existant et faire avec les personnes qui sont là. Très bien, ça peut être le mot de la fin ou s'il y a encore une question. De toute façon, on aura tous l'occasion de se recroiser au moment du cocktail après la remise des trophées. Merci. Bonjour, Thibaut Perraillon. Je porte en France le déploiement de la démarche Énergie-Sprong de massification des réhabilitations énergétiques. Et j'avais une remarque et une question. La première des remarques, c'est de dire que finalement, vous avez tous montré que la réponse se situe dans la nuance. Et peut-être pour répondre à la question de tout à l'heure sur l'industrialisation, je crois que c'est aussi là que se trouve la réponse. C'est-à-dire qu'on a un peu une image d'Épinal de se dire l'artisanat, t'en as parlé Roger, vu comme une façon, un geste ancestral et quelque chose de traditionnel que l'on doit conserver, oui bien sûr, et l'industrialisation perçue comme le pire de ce qu'on a réussi à faire à certains moments avec des modèles dont on hérite encore dans le Fordisme d'un certain nombre de casses sociales et environnementales. Et je crois qu'il existe aujourd'hui un mouvement intéressant qui consiste à regarder les ressources d'un territoire, en particulier à l'échelle d'une région comme Auvergne-Rhône-Alpes. On a parlé du chanvre, on a parlé de la paille, on peut parler du miscanthus, on peut parler du pisé, enfin de la terre finalement en construction, de regarder les typologies constructives de notre territoire, puisque finalement à chaque territoire correspond une histoire architecturale et constructive particulière, et de s'interroger, comme tu l'as dit Marc, sur quelles sont les différentes solutions techniques adaptées à ces différents enjeux, mais en rejoignant absolument ton point de fond, qui est de dire qu'aujourd'hui, le sujet, bien évidemment, c'est la réhabilitation d'une part, et on a un enjeu de multiplier à peu près par 10 à 20, en fonction de comment on calcule, le nombre de ces réhabilitations et la performance de celles qu'on envisage.
Alors, il existe peut-être différents niveaux d'intégration, mais je pense important de dire qu'il y a de la place pour toutes et tous sur ces marchés, aussi bien sur les artisans qui vont continuer à travailler de façon traditionnelle que pour des nouvelles méthodes constructives. Et peut-être qu'il faudrait aussi documenter, regarder les opérations exemplaires, au-delà de celles que vous avez pu présenter aujourd'hui. Je crois que ma voisine de gauche en a fait certaines, par exemple, au sein d'Est Métropole Habitat, sur Bel Air, sur Noret-Grand-Bois, etc. Et c'est très intéressant de voir un peu et documenter ces mouvements. En tout cas, moi, je serais, à titre personnel, très intéressé de discuter quelles sont les solutions techniques, les mix matériaux locaux et les typologies constructives adaptées à rénover notre territoire. Et la question que j'avais, c'est justement en lien avec ça, de se dire que vous avez toutes et tous montré la complexité dans laquelle vous êtes lancés pour résoudre les défis. Et franchement, vous êtes, au-delà d'ambitieux, aussi assez exemplaire dans le positionnement. Qu'est-ce qui vous a amené à trouver les solutions? Comment est-ce que vous pouvez embarquer d'autres personnes qui aujourd'hui n'ont pas fait ce cheminement que vous avez pu faire? Et qu'est-ce qui, dans votre trajectoire, serait quelque chose que vous pourriez transmettre à d'autres pour embarquer plus largement la filière? Vous avez 1 heure. Je pense que l'effet bâtiment pilote, c'est fondamental. Ah, ils l'ont fait. Ah, ben oui, il y a une équation économique. On fait comme ci, comme ça et tout. Ça va suivre. Hein. Enfin, donc là, on est en train de planter les graines. On fait. Sauf que voilà, cette phase de pilote, il y a un moment massifions, mais elle sera de fait débloquée quelque part avec des premières réalisations. Donc il faut clairement encore qu'il y ait des pionniers. Voilà, je vais reprendre un peu l'exemple de la paille, mais on est en train de faire notre première réhabilitation d'école et on fait un beau manteau bois paille. On conserve l'existant, la coque béton, les fenêtres, etc. Et on vient tout isoler en bois paille. Je pense qu'il n'y a personne qui peut imaginer que c'est faisable et que c'est en train d'être fait, ou alors pas beaucoup. Donc voilà, on va le faire, on va communiquer là-dessus, et puis après on va dire, mais oui, et on espère que ça devienne un standard. Le deuxième, et je finis, exemple, chantier, mur que nous avons fait, on fournit les charpentiers, qui me tient vraiment à cœur. C'est une crèche 15 berceaux dans le Jura, qui va être la première certifiée Passive House. Donc 15 berceaux, pas de chauffage, quasiment pas, et pas de clim pour des bébés. Voilà, je trouve que le symbole, il est important. Donc avançons, et je suis convaincu que ça va faire boule de neige, mais il faut qu'elle prenne là, cette boule de neige là, vite, là, rapidement. Alors pour terminer, moi j'avais envie de vous poser une question un peu provocante, c'est est-ce qu'on vous a demandé un jour si vous étiez dingue? Et pourquoi je vous pose cette question? Parce que je travaille en ce moment, je suis depuis plusieurs années un projet de la Gigafactory carbone à Fos-sur-Mer, qui est relancer la filière solaire en France, qui va impacter toute votre construction. Et je regardais une émission de télé sur ce sujet hier, qui s'est passée il y a quelques mois, et venait le directeur général de cette future Gigafactory du solaire sur ce plateau télé, et la question a été: est-ce que vous êtes dingue de relancer une filière française du solaire? Et je me suis dit, est-ce que cette question a été posée à quelqu'un qui relance la filière nucléaire? Et quelques mois plus tard, en fait, le créateur de cette Gigafactory, donc Pierre-Emmanuel Martin, qui est un Lyonnais, Terrella, que beaucoup d'entre vous connaissent, j'imagine, cette fois-ci, sur le plateau télé, on ne lui a pas dit « est-ce que vous êtes dingue ?», mais on l'a présenté en disant « notre invité aujourd'hui est intriguant ». Donc en fait, est-ce que vous, on vous a parfois dit que vous étiez dingue ou bizarre, ou est-ce que maintenant, ça passe comme quelque chose, on va dire, de naturel d'aller dans cette direction? Je me le dis tous les jours. Ce qui me fait tenir, c'est ma fille de 18 ans. Je me suis fait une promesse, c'est que dans 15 ans, je pourrais lui dire, écoute, je ne sais pas trop ce que sera l'avenir, mais papa, il aura donné le max, quoi. Voilà. Très belle conclusion. Merci à tous. Bravo.